Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vers un équilibre digital de la Haute École Léonard de Vinci. Depuis nos studios, je vous accompagne dans cet épisode sur la fin de vie des équipements numériques. Nous allons essayer avec mon invité de vous donner des pistes de solutions afin d'adopter de bons gestes et de bonnes pratiques pour un usage raisonné et durable des outils numériques qui nous entourent. Installez-vous confortablement et plongez dans le monde passionnant de l'équilibre digital. Aujourd'hui, nous rencontrons Dany Chouha de Circular Brussels ainsi que Jules Delcon de l'Institut belge du numérique responsable. Bonjour Dany, bonjour Jules. Bonjour Pauline, bonjour Jules. Bonjour. Avant de démarrer cet épisode, pourriez-vous tous les deux vous présenter brièvement? Je m'appelle Dany Chouha et j'occupe le poste de directrice générale chez Circular Brussels depuis plus ou moins 3 ans. Notre mission est de combler la fracture numérique en Belgique et de promouvoir un accès équitable à la technologie tout en favorisant le recours au reconditionnement du matériel informatique. Comment on le fait? C'est en proposant du matériel informatique reconditionné à des petits prix aux organisations sociales, éducatives ainsi qu'aux particuliers. Et là, on parle des CPAS, des écoles, des communes qui nous contactent. Et là, on leur propose du matériel de très haute qualité à des petits prix. Notre objectif est non seulement d'aider ces personnes, les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter du neuf, mais aussi d'encourager les gens à adopter une approche responsable dans leur achat. Et donc l'Institut belge du numérique responsable, pour notre part, nous on est une ASBL belge, on a des homologues en Suisse et en France. Et en fait la mission de l'ASBL c'est vraiment de sensibiliser, de conscientiser aux impacts environnementaux du numérique principalement. On va aussi toucher à d'autres sujets, inclusion, bien-être, accessibilité. Principalement c'est du B2B, on s'intéresse aux organisations, universités, services publics, entreprises, et on va les aider à compléter en fait leur stratégie de développement durable avec un volet sur tout ce qui est sobriété numérique. Donc Dany, j'ai une question pour commencer. Lorsqu'on parle des équipements électroniques et électriques et de leur fin de vie, que faut-il comprendre par là et comment ça se passe à Circular Brussels? Nos partenaires ils font appel à Circular Brussels pour organiser des collectes lorsqu'ils considèrent leur matériel comme étant en fin de vie numérique. Mais il est essentiel de clarifier que la fin de vie ne signifie pas automatiquement le recyclage de ces équipements. Le matériel numérique en fin de vie est classé comme D3E, déchets d'équipements électriques et électroniques. Et ces déchets incluent tout matériel que l'on souhaite éliminer, soit parce que les entreprises remplacent leur parc informatique, même si ce matériel est encore fonctionnel à 100%, soit parce qu'il fonctionne plus correctement, soit parce qu'il arrive en bout de vie, ou parce qu'on a envie du dernier modèle de Mac, de iPhone, de laptop. Il est essentiel de prendre conscience que ces déchets présentent des risques pour l'environnement, notamment s'ils sont mal gérés, comme lorsqu'ils sont incinérés ou jetés dans des décharges, au lieu d'être correctement reconditionnés ou recyclés. Sachant que 62 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produits en 2022, et ces déchets sont le flux de déchets qui connaît la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale. Oui, on aborde à ce titre aujourd'hui un sujet d'actualité puisque selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies publié récemment le 20 mars 2024, les e-déchets ont atteint à l'échelle de la planète, comme tu l'as dit, 62 millions de tonnes en 2022. À ce titre, Jules, que faut-il comprendre dans ces données et qu'est-ce que ça représente 62 millions de tonnes de déchets? Ce qu'il faut voir, c'est surtout l'évolution. On a les Nations Unies qui ont un organisme qui en fait fait un suivi de tout ce qui est déchets électriques et électroniques au niveau mondial, avec des statistiques de collecte, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est passé en fait de 44 millions de tonnes en 2014 à environ 53 millions de tonnes en 2019. Alors là, on arrive à 62. Et en fait, on estime qu'on sera à 74 d'ici 2030. Donc ce qu'on voit, c'est une croissance en fait en termes de volume. Ça s'explique de différentes façons. D'une part, parce qu'il y a de plus en plus d'équipements. Et d'autre part, parce qu'en fait, malheureusement, les durées de vie sont plus courtes et qu'on observe de moins en moins de capacité de réparation en fait de ces équipements. Et donc tout ça en fait qu'on est en croissance au niveau des déchets électriques et électroniques. Et alors, si on devait donner une équivalence, dans le rapport du Global E-Waste Monitor des Nations Unies en 2014-2016, on estime donc que c'est environ 44 millions de tonnes et c'est environ 4500 tours Eiffel. C'est quand même conséquent. Et tous ces e-déchets,
passe par une filière de recyclage ? Alors oui et non. Dans le schéma classique, on va avoir 4 possibilités. Soit le déchet est collecté, et donc là on va récupérer les matières premières, séparer le verre, la céramique, les métaux, et on va ensuite mettre en décharge le reste, ou parfois c'est aussi incinéré mais dans des bonnes conditions. Ça c'est, on va dire, quand c'est correctement collecté. Parfois malheureusement on va retrouver ça dans des poubelles classiques ménagères, et donc on va avoir un câble, un chargeur dans une poubelle. Donc là malheureusement on a des produits toxiques et c'est un problème. On va aussi avoir des systèmes professionnels vraiment plus complexes avec des entreprises comme Umicore, avec vraiment des partenaires qui vont encore plus loin dans le recyclage. Par exemple, Récupel en Belgique, quand ils vont collecter, il y a une partie qui va aller vers d'autres acteurs. Et puis malheureusement, la plus grosse partie des déchets aujourd'hui, c'est plutôt, on va dire, informel. Donc si vous vous souvenez des personnes qui passent avec le vieux fer, vieille machine à laver, c'est malheureusement des circuits illégaux. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, ces déchets vont être vendus pour pièces détachées. On va là, malheureusement passer par des circuits où ces déchets vont être malheureusement exportés, et on va se retrouver de nouveau dans des décharges, mais là où on n'a pas de conditions sanitaires, pas de conditions de travail décentes, et là on a une mauvaise gestion du déchet, et ce qui entraîne forcément des pollutions. Et est-ce qu'on a un chiffre qui pourrait nous indiquer finalement quelle part de ces déchets électroniques et électriques est recyclée ? Selon de nouveau le Global E-Waste Monitor de 2019, on estime que dans le monde, on est environ, alors si je vais reprendre mes notes, comme ça je triche un petit peu, mais donc 17,4% des déchets qui sont correctement documentés, et puis 82,6% qui sont non documentés. Et donc on ne sait pas où ils vont. Et ça, c'est le vrai problème. Alors ça, c'est les statistiques mondiales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Europe, on tourne autour des 42-43%. Dany, concrètement, si on s'intéresse à ce cycle de vie d'un appareil numérique, que se passe-t-il pour cet appareil en fin de vie ? Finalement, quel est le schéma ou le circuit classique, et qu'est-ce que cela implique pour notre environnement ? Bon, je vais parler du circuit par rapport à Circular Brussels. Donc, lorsque nos partenaires ils nous cèdent leur matériel informatique qu'ils considèrent en fin de vie, ils nous accordent leur confiance pour offrir une seconde vie à ces appareils. Et pour accomplir cette mission, on collecte le matériel auprès de ces entreprises, et une fois récupéré, ce matériel est traité en fonction de son état. Le matériel réutilisable, bien sûr, il est remis à neuf, et si en cas où il y a des pannes, ou comme un écran cassé, ou autre panne, là, nous extrayons tous les composants pour les réutiliser dans le reconditionnement d'autres appareils. Et c'est le recyclage, il est vraiment le dernier recours dans le processus du reconditionnement. Il y a une étape essentielle dans ce processus et qui est la suppression des données des équipements que nous récupérons. Je ne vais pas trop rentrer dans ce détail parce que ce n'est pas le sujet du podcast aujourd'hui, mais il est impératif quand même de le mentionner. Donc, cette opération est effectuée avec des logiciels certifiés comme UWipe et Blanco. Donc, nos partenaires, ils reçoivent des certificats d'effacement de données pour chaque appareil. Et sur ces certificats, il y a les numéros de série qui sont mentionnés afin d'éliminer tout risque de fuite de données sensibles. Et il y a aussi une petite chose que j'aimerais souligner. Chaque appareil numérique que nous reconditionnons, il doit répondre à des spécifications de remise à neuf très strictes, conformément à des processus et des procédures contrôlées. Cela, il comprend un test fonctionnel complet pour s'assurer que les systèmes sont conformes aux spécifications de l'usine, ainsi qu'un nettoyage approfondi du matériel. Merci Dany. Jules, on entend souvent le terme obsolescence programmée dans ce domaine. En tant que consommateur, en tant qu'individu, face à cette obsolescence programmée, quels sont mes moyens d'action ? Est-ce que, par exemple, l'indice de réparabilité qu'on a vu apparaître en France en 2021 est déjà présent en Belgique ? Et est-ce que c'est un moyen pour le consommateur d'agir face à cette obsolescence programmée ? Ah oui, ça va être une partie. Alors je vais revenir sur l'indice de réparabilité après. Je vais d'abord définir en fait tout ce qu'on va considérer comme quelque chose d'obsolète. On va partir du principe que c'est obsolète quand, par exemple, vous pouvez pas faire de mise à jour. Donc si vous avez un vieil iPhone et que vous voulez utiliser WhatsApp et que Apple vous dit mais malheureusement vous ne pouvez plus mettre WhatsApp parce que vous devez faire une mise à jour et que la machine ne supporte pas la mise à jour, c'est obsolète. Donc parfois, c'est malheureusement ne supporte plus un logiciel ou carrément le système d'exploitation complet. Ça va être le cas par exemple tout récemment où on a appris que les machines ayant des processeurs Intel de 8e génération peuvent passer à Windows 11, mais pas les autres. Et donc les entreprises qui, pour des raisons de sécurité, ont besoin de Windows 11, pour des suites logicielles ou autres, mais se retrouvent coincées et donc elles doivent racheter du nouveau matériel. Donc ce matériel va être obsolète pour les entreprises, mais peut-être pas pour du particulier. Donc il faut faire la distinction de, toujours en fonction du besoin, qu'est-ce qui est obsolète mais pour qui. Là où moi je vais avoir peut-être un problème avec mon smartphone parce qu'il ne répond pas du tout à mes besoins, plus du tout à mes besoins professionnels, il va encore peut-être pouvoir être utile dans un cas plus privé. Donc ça il faut faire attention. Et puis malheureusement on a aussi des enjeux sur la mode, l'obsolescence culturelle ou marketing, et donc on nous dit que le dernier iPhone est bien mieux. Donc même si l'ancien fonctionne toujours, il va malheureusement
être vu comme obsolète, trop vieux. Il y a plein de façons de se protéger de tout ça. L'indice de réparabilité, effectivement, ça va être une solution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, la France a été proactive comparée à l'Europe. Il faut savoir que la plupart des réglementations qu'on a en droit national sont issues de directives européennes. Mais là, la France a décidé d'aller plus vite. Et donc, elle a effectivement instauré en 2021 l'indice de réparabilité. Donc, ça va être un indice qui va être construit sur 5 critères. Disponibilité des pièces dans le temps. Disponibilité dans le temps, mais disponibilité aussi dans combien de temps je peux me faire livrer les pièces. Le prix de ces pièces. Est-ce que c'est facile de réparer ça moi-même ? Est-ce qu'il y a la documentation ? Donc, c'est vraiment l'idée que est-ce que je vais être capable de réparer pas cher, rapidement, moi-même, mon équipement ? Et donc, on va avoir, par exemple, si je prends l'exemple du Fairphone, c'est un smartphone qui est extrêmement réparable. Je pense qu'il a une note de 10 sur 10 au niveau de l'indice de réparabilité. Donc, c'est excellent. L'objectif, c'est d'avoir une consommation responsable et donc d'éviter de changer de smartphone tous les 6 mois. Et donc, pour ça, on va viser à garder le plus longtemps possible son smartphone. Alors, effectivement, si vous avez un smartphone super réparable mais que vous le gardez 6 mois, et si vous avez un iPhone et que vous le gardez 5 ans, je préfère que vous gardiez un iPhone 5 ans qu'un Fairphone 6 mois. Donc, c'est ça le jeu. Donc, on va avoir d'une part l'indice de réparabilité qui va nous aider à nous assurer qu'on va pouvoir réparer l'équipement et donc on va pouvoir le garder plus longtemps. Mais après, il y a d'autres façons de le faire. On va avoir par exemple certains équipements qui sont extrêmement robustes. Alors moi c'est le cas, moi j'ai acheté un smartphone qui est pas super réparable, mais qui est extrêmement robuste. Ça veut dire qu'il a un indice de protection. Et là l'indice de protection ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a un indice pour les solides et un indice pour les liquides. Donc moi par exemple mon smartphone il peut être immergé pendant une demi-heure à 1 mètre de profondeur et il n'y a pas de problème, il va être étanche. Avant même de devoir le réparer, il va juste pas casser en fait. Ça fait 3 ans et demi que j'ai mon smartphone. Quand j'étais étudiant malheureusement, tous les 6 mois j'achetais un smartphone chinois pas très cher parce que j'avais cassé l'écran et que une fois que l'écran était cassé, ça valait pas le coup de le renvoyer en Chine, de payer les frais, payer la réparation, ça valait le coup d'en racheter un nouveau. Donc ça c'était un gros problème. Et donc un des leviers c'était d'investir pour du matériel de bonne qualité qui soit robuste et qui soit réparable, parce que si on achète de mauvaise qualité, on a tendance à renouveler dès que c'est cassé. Donc c'est le principe de l'indice de réparabilité ou de durabilité. Après, il y a aussi des garanties logicielles. Donc, par exemple, sur le Fairphone ou ici sur le mien, on a des garanties sur le fait que voilà, on nous assure que pour les 7 prochaines années, s'il y a une dernière version d'Android qui sort, je pourrai l'installer. Et donc, je sais que même quand cette dernière version d'Android va sortir, le temps que celle-là devienne obsolète, en fait, 10-15 ans, c'est bon. Ce sera pas une obsolescence logicielle sur mon smartphone. Ce sera potentiellement une casse ou un ralentissement. Donc ça, c'est bien. Pour revenir à cet indice de réparabilité, donc ça existe en France depuis 2021. Zakia Katabi, ministre de l'Environnement, a voté l'indice de réparabilité qui entre en vigueur janvier 2026. Et puis, il faut savoir aussi qu'à l'Europe, c'est en cours et donc on va avoir un indice de réparabilité européen. Mais de nouveau, le temps que ce soit transcrit en droit national, ça arrivera peut-être après janvier 2026. Donc, on sera normalement en avance vis-à-vis de l'Europe. Alors, par rapport à cet indice de durabilité ou de réparabilité, quels sont les produits qui vont être concernés ? Alors malheureusement, pas tous. Clairement, on voit pour l'instant, si on va sur le site de l'indice de réparabilité en France, que ça va principalement être smartphone, laptop. On va aussi avoir les écrans, les imprimantes, éventuellement certains équipements électroménagers. La liste pour l'instant est relativement réduite et on voit qu'il y a certains appareils qui sont plus enclins à avoir un indice de réparabilité. Mais je pense que ça arrive. Il faut attendre aussi que les fabricants se disent oui, mais en fait la loi arrive et donc je dois me conformer à cette loi et donc je dois faire l'évaluation. Je pense que Dani, tu auras peut-être une meilleure vue sur ce qui rentre dans l'indice de réparabilité. Il y a une partie chez Circular Brussels, c'est un petit projet qui s'appelle Brieferbish. C'est en collaboration avec BSH, Ciris, Lichtwerk, et c'est un projet subventionné par Innoviris pour améliorer le processus du reconditionnement des gros électroménagers, gros blancs. Et nous, de notre côté, c'est uniquement pour les lave-vaisselle et lave-linge. Et là, c'était donc pour la réparation, certainement il y aura les gros blancs dans cette catégorie. Bien sûr, ça sera pareil pour les laptops. Les imprimantes, c'est un peu compliqué, mais pour les laptops, desktop, certainement. Merci Dani. J'ai une autre question, Jules. Donc je suis ce consommateur, cet individu, j'ai conscience que cet indice de réparabilité ou de durabilité va arriver, mais dans quelques années. Est-ce que j'ai d'autres moyens d'action en tant que consommateur ? Oui, comme je le disais, moi, mon smartphone, il n'a pas un bon indice de réparabilité, il est juste robuste. Donc, ne serait-ce que d'acheter une housse, protéger ses équipements, c'est la base en fait. Je suis toujours étonné qu'on soit capable d'aller sur la Lune et qu'on soit pas capable de faire systématiquement des équipements qui ne cassent pas. Ça arrange certaines marques de s'assurer que votre smartphone casse dans pas trop longtemps, comme ça ils vous en revendent un. Mais clairement, protégez vos équipements, vous avez plus que de l'or dans les mains. C'est vraiment des ressources qui sont rares, il faut les consommer avec sobriété et donc clairement, protégez-les. La deuxième chose aussi, c'est le reconditionner. Pour ma part, moi j'ai acheté un laptop chez Dani. Au lieu d'acheter, alors ça m'aurait coûté environ 1 000 € neuf,
neuf, mais ça m'a coûté 300 € hors TVA. J'ai récupéré une machine qui venait de la Commission ou du Parlement européen, enfin d'une institution européenne, qui devait être amortie sur une durée de 3 ou 4 ans. Et en fait, il a été reconditionné donc chez Dany, donc effacement des données. Alors si une institution européenne fait confiance à une organisation pour supprimer des données, il faut quand même savoir que c'est quand même du sérieux. Et moi, j'ai récupéré cette machine que j'utilise encore aujourd'hui, qui fonctionne très bien, avec 2 ans de garantie, donc c'est les mêmes garanties que sur du neuf. Pour moi, économiquement, c'était super intéressant. Et avec ma sensibilité au développement durable et avec mon travail, ça fait sens aussi. Et ça correspond totalement à mes besoins. Tout le monde n'a pas besoin du dernier iPhone. Donc voilà, le reconditionner, c'est une très très bonne façon de réduire la facture. Donc Dany, justement, par rapport à ce que vient de dire Jules, ce dont tu parles, ça rejoint la notion d'économie circulaire. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots ? L'économie circulaire, elle représente une transition fondamentale d'un modèle économique linéaire vers un modèle circulaire. Ce nouveau modèle, il vise à réaliser des économies significatives, optimiser l'utilisation des ressources de manière plus efficace, à stimuler la création d'emplois, tout en réduisant l'impact négatif de la production et de la consommation sur notre environnement. Dans le cadre de l'économie circulaire, contrairement à l'économie conventionnelle, il y a plusieurs axes qui sont privilégiés, comme la promotion de l'entretien, de la réparation, de la réutilisation des produits existants, la valorisation des pièces et des composants déclassés pour les utiliser pour fabriquer d'autres produits, et bien sûr le recyclage de ces matières et des déchets électriques et électroniques afin de réduire la quantité de déchets générés et de préserver les ressources naturelles. En somme, l'économie circulaire, elle représente un changement profond dans notre façon de produire, de vivre, de consommer et de gérer ces ressources, avec pour objectif ultime la création d'un système économique durable et respectueux envers l'environnement et notre vie. Merci Dany, j'avais une dernière question pour toi qui concerne justement comment trouver cette information pour acheter un équipement reconditionné à Circular Brussels. Il suffit de nous envoyer un mail et là je peux faire une petite proposition avec le matériel qui est disponible. Et il y a une autre solution aussi, il faut savoir que Circular Brussels est une ASBL et notre société mère s'appelle Out of Use. Et Out of Use, il propose un webshop qui s'appelle Back in Use et là tu peux rentrer sur Back in Use ou bien sur le site internet de Out of Use et aller au webshop et choisir le matériel qui te convient. Merci Dany. J'ai une dernière question pour toi Jules sur la recherche d'informations supplémentaires fiables sur cette question des déchets électroniques et électriques. Vers qui me retourner et quels sont les sites d'information fiables à l'heure actuelle? Alors il y en a beaucoup. Le tout c'est quel type d'informations tu cherches. Si tu cherches des statistiques mondiales, le Global E-Waste Monitor, je le rappelle encore une dernière fois, c'est ce qu'il y a de plus centralisé, plus connu, etc. Et donc c'est ce qu'on utilise tous. Tu vas avoir aussi le site de Récupel. On va retrouver pas mal d'infos. Par exemple sur les points de collecte, tu vas pouvoir trouver des points de collecte pas loin de chez toi pour pouvoir déposer des lampes LED, une vieille machine à laver, un laptop. Donc le site de Récupel c'est sympa et puis il y a tout un volet de sensibilisation, donc ils expliquent aussi c'est quoi les déchets électroniques, qu'est-ce qu'on en fait, c'est quoi les étapes, donc ça c'est intéressant. Et puis ensuite ça dépend un petit peu. En règle générale quand tu n'as pas d'intérêt économique on a moins tendance à te raconter des bêtises, mais donc généralement si tu tournes vers des associations ou des services publics tu auras normalement une information de qualité. Ça veut pas dire que toutes les entreprises privées nous disent des bêtises, mais en tout cas c'est mieux d'aller vers des acteurs qui sont plutôt neutres ou alors qui sont reconnus en fait dans l'écosystème. Et il y en a beaucoup mais on va pas tous les citer. Et justement, que propose l'ISIT, l'association pour laquelle tu travailles à ce sujet? Alors nous, on a vraiment une mission d'amener en fait un maximum d'organisations belges à revoir en fait la façon dont elles travaillent. Le numérique, c'est un outil, il est là pour rester. C'est en fait la façon dont on va l'utiliser. Nous, on va aller vers de l'accompagnement ou en tout cas, on va amener du conseil, une expertise pour aider les organisations à dire, en fait, vous avez besoin de l'IT. Il y a plusieurs façons de vous équiper. Il y a plusieurs façons de travailler avec le numérique et on va voir ce qu'il est possible de faire pour réduire les impacts négatifs et s'assurer qu'on puisse continuer à utiliser les outils numériques, mais avec moins d'impact sur l'environnement. Notre objectif, ça va clairement être de partager les bonnes pratiques en fait, de partager les acteurs, les outils, les guides et d'accompagner en fait les acteurs, plutôt les organisations qui veulent agir. Merci Dany et Jules d'avoir participé à cet épisode du podcast Vers un équilibre digital, proposé par la cellule Transition et le Centre de développement technopédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Merci à nos auditeurs et auditrices d'avoir exploré avec nous des solutions pour tendre à l'équilibre. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager et le diffuser autour de vous.